Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire qui va retracer l'histoire du Fonds patrimonial de l'Heure Joyeuse qui est célébré aujourd'hui puisqu'il y a tout juste 100 ans naissait en France la première bibliothèque totalement dédiée à la jeunesse. On va explorer cette histoire avec les deux commissaires d'exposition. Viviane Ezrati, bonjour, conservatrice honoraire de bibliothèque qui fut directrice de la bibliothèque Heure Joyeuse de 1986 à 2011, puis directrice de la médiathèque Françoise Sagan ensuite. Et Hélène Vallotto, conservatrice, responsable du Fonds patrimonial Heure Joyeuse et actuelle responsable du pôle jeunesse de la médiathèque Françoise Sagan, qui est une médiathèque généraliste qui accueille actuellement le Fonds patrimonial de l'Heure Joyeuse à la suite de toute une histoire de sa création à aujourd'hui. Oui, alors en fait, l'Heure Joyeuse, c'est 3 lieux historiquement, puisque elle naît rue Boudebris dans le 5e arrondissement en 1924. En 1974, pour des raisons de place, pour s'étendre un petit peu et notamment ouvrir une discothèque pour les jeunes et aussi créer officiellement un fonds patrimonial avec un peu plus de place de stockage, elle déménage à quelques dizaines de mètres de là, rue des Prêtres Saint-Séverin, où une Heure Joyeuse existe toujours. C'est une bibliothèque de quartier dédiée à la jeunesse, qui n'a plus par contre ses collections patrimoniales qui, elles, ont été déménagées en urgence sous la menace d'une crue de la Seine et qui ont donc trouvé un nouvel écrin dans le 10e arrondissement, à la médiathèque Françoise Sagan, qui a ouvert ses portes en 2015. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, l'exposition qui célèbre les 100 ans de l'Heure Joyeuse, qui s'intitule « À quoi bon lire ?», a lieu à la médiathèque Françoise Sagan. Alors, puisqu'on parle de lieu quand même et qu'on a dit que la bibliothèque des Prêtres de Saint-Séverin est toujours une bibliothèque Heure Joyeuse, peut-être qu'on peut dire un mot finalement des différents lieux Heure Joyeuse et des bibliothèques qui ont été homologués en fait. C'est ça. Alors en fait, des Heures Joyeuses, il y en a eu beaucoup plus qu'une rue des Prêtres Saint-Séverin et le Fonds patrimonial jeunesse ici aujourd'hui, puisque un peu comme un label de qualité, les bibliothèques pour la jeunesse qui ont ouvert après, sans qu'il y ait aucun lien administratif, ont pris le nom d'Heure Joyeuse. C'était un peu le synonyme de bibliothèque jeunesse, mais avec une certaine exigence. Il faut dire aussi qu'on a une grande sœur belge qui a ouvert en 1920 à Bruxelles et qui a été fondée, elle, pour le coup, par le même comité américain. On va revenir sur cette histoire. Donc des Heures Joyeuses, il y en a eu à Versailles, à Toulouse, à Châtellerault et même à Alger, puisqu'on le voit dans l'exposition. Alors cette exposition, vous l'avez dit Hélène, a pour titre « À quoi bon lire ?» Le visuel est signé de Serge Bloch et Gérard Le Monaco. Ce titre reprend les mots en fait, prononcés par Eugène Morel, qui était écrivain, bibliothécaire et surtout un grand artisan de la modernisation des bibliothèques, et donc qui a interrogé dans son discours inaugural « À quoi bon savoir lire si tu n'as rien à lire ?» En quoi ce questionnement vous a semblé d'actualité au point de le reprendre en titre de l'exposition ? On trouvait que, en tout cas à l'époque, quand il le dit, c'est assez provocateur, puisque les enfants à l'époque ont quand même du mal à trouver des livres. Il n'y a pas les librairies comme on connaît aujourd'hui. Il n'y a évidemment donc pas les bibliothèques pour la jeunesse comme on les connaît aujourd'hui. Il y a vaguement des points jeunesse dans des bibliothèques paroissiales. Dans les écoles, il y a vaguement une armoire avec des livres souvent périmés. Il y a surtout essentiellement des bibliothèques savantes en France. Et puis, dans les bibliothèques populaires, éventuellement, les enfants sont tolérés, mais plutôt pour emprunter des classiques, et voilà, rien à voir avec aujourd'hui. Et donc, lui, Eugène Morel, il est allé dans les pays anglo-saxons, et il a vu qu'il existait depuis la fin du 19e siècle des bibliothèques vraiment ouvertes à tous, comme on connaît aujourd'hui, et avec une organisation moderne. Et lui, sa question, c'est vraiment... à quoi bon savoir lire si tu n'as rien à lire? Si tu n'as pas de matière, à quoi bon? Nous, on a un tout petit peu raccourci la phrase parce qu'on n'avait pas envie de se mettre sur la notion d'apprentissage de la lecture. C'est pas pour nous la question, même si elle est importante aujourd'hui, mais en tout cas, c'est peut-être pas la mission des bibliothèques. En revanche, voilà. Si même aujourd'hui, il y a encore des familles où il n'y a pas de livre à la maison, il y a encore des jeunes, des enfants, des tout petits
ou dont enfin, les parents ou eux-mêmes ne savent pas trop quoi lire ou ne sont pas encore fixés sur cette question, et leur donner envie de lire, je pense que c'est la première mission des bibliothèques. Pas que des bibliothèques, bien entendu, mais des bibliothèques jeunesse en tout cas. Voilà. Donc on a eu envie, alors sous forme d'interrogation, c'est pas à nous de donner la réponse, et la réponse, on peut choisir des tas de propositions dans l'exposition. Alors, vous l'avez déjà un tout petit peu évoqué, la bibliothèque donc Heure Joyeuse est née en 1924 d'une initiative américaine. Pouvez-vous peut-être en premier lieu nous parler de ce qui existait alors dans ce monde, alors, à la fois américain et anglais, donc dans ce monde anglo-saxon, sur lequel s'est forgé ce modèle de bibliothèque en France, donc en Belgique et en France? Donc aux États-Unis et en Angleterre, par exemple, à Croydon, hein, où Claire Huchet, première directrice de l'Heure Joyeuse, va se former, en fait, c'est assez simple. Il y a quelques principes qui sont mis en place. C'est déjà un accès direct aux livres, c'est-à-dire qu'en gros, on peut se servir directement, alors qu'avant, vous aviez des livres en toile noire, recouverts d'une toile noire, qui étaient derrière des grillages. Vous aviez un gardien, vous lui donniez le numéro du livre, et ensuite il vous tendait le livre que vous souhaitiez avoir, en espérant que c'était bien celui qui vous inspirait. Hein. Un inspecteur traitait la bibliothèque de cimetière de livres, tellement c'était joyeux. Voilà. Donc ça, c'est le premier principe, hein, accès direct. Une classification comme on les connaît aujourd'hui, les romans rangés ensemble, et les documentaires, les livres sur différents sujets rangés en fonction de leur sujet. Nous, on appelle ça dans notre jargon la classification Dewey, mais je pense que beaucoup de gens en France la connaissent, puisqu'on est toujours sur ce mode de classification globalement dans les bibliothèques. Et puis surtout, et c'est ce que va appliquer Mrs. Griffiths, qui est la fondatrice du comité américain qui a créé l'Heure Joyeuse, The Book Committee on Children's Libraries, qui est créée... Qui est une grande philanthrope, en fait. Qui est une grande philanthrope, elle est femme de diplomate, hein, et elle réunit tout un comité, et surtout elle lève des dons, enfin de l'argent, des fonds, pour pouvoir créer en France et en Belgique, faire une proposition plutôt à destination des enfants pour réparer du traumatisme de la Première Guerre mondiale. En fait, il faut vraiment se replacer dans l'après-Première Guerre mondiale, où des comités américains, comme le comité aux régions dévastées, mais plein d'autres, vont aider à la reconstruction du nord de la France, par exemple, mais aussi proposer des bibliothèques pour que les adultes, mais aussi en ce qui concerne le Book Committee, des enfants récupèrent du traumatisme. On est aussi sur une utopie incroyable, puisqu'elle-même, elle pense qu'en offrant aux enfants à lire des livres traduits du monde entier, voire en version originale, puisqu'il y a aussi des livres en anglais, on préparera une paix future. Voilà. Donc c'est assez incroyable d'être né sur cette belle utopie. Enfin, en tout cas, les bibliothèques françaises sont nées de là. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait sur l'ambiance dans les bibliothèques américaines ou anglaises, il y a un point qui est très très important, c'est more homes than a school, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant se sente comme à la maison plutôt qu'à l'école. Voilà. Et ça veut dire créer une atmosphère joyeuse. Voilà. Donc, des fleurs sur les tables, on peut voir dans l'exposition un des vases d'origine, il y a des tableaux au mur, les journalistes qui viennent à l'époque s'émerveillent parce qu'on est loin des cimetières de livres. Voilà. Et on peut se servir directement dans les rayons. Donc ça, c'est vraiment le principe américain, au-delà des valeurs défendues par le comité. Et puis l'idée aussi d'une mixité, c'est-à-dire qu'au départ, la ville de Paris, puisque le don est offert à la ville, hein, et la bibliothèque va devenir municipale l'année d'après, l'idée c'est que justement, la ville de Paris disait donnez les livres aux écoles. Et elle disait mais non, ce qu'on veut c'est que dans un même lieu cohabitent des âges différents. Donc les enfants viennent à partir du moment où ils savent lire et écrire, hein, à partir de 6-7 ans, jusqu'à 17 ans. Et donc on va aussi, ça va être une mixité sociale, et puis garçons et filles réunis dans un même lieu,
ce qui à l'époque est totalement novateur, hein, les écoles ne sont pas mixtes, les mouvements de jeunes non plus, etc. Quelles traces alors avez-vous également collecté des réactions de ces jeunes lecteurs qui découvrent un lieu complètement atypique, qui fonctionne différemment de l'école, différemment des bibliothèques dans lesquelles ils avaient pu éventuellement se perdre alors qu'elles n'étaient pas véritablement faites pour elles. L'exposition fourmille ici, j'ai devant les yeux des photographies qui montrent effectivement ces lieux, ces fleurs, ces enfants, plusieurs enfants autour d'une table qui lisent ensemble. Quelles anecdotes peut-être avez-vous de cette découverte finalement des enfants? Alors, il y avait eu un gros travail qui avait été fait pour les 70 ans par l'équipe de Viviane à l'époque en 94. Les pionnières, les 3 premières bibliothécaires étaient encore de ce monde, et donc il y a eu un travail de collectage de premiers lecteurs qui étaient aussi toujours avec nous. Mais on a surtout une chance incroyable, c'est qu'elles ont inventé un métier, et donc elles ont documenté tout ça, et on a des rapports extrêmement précis, des fiches qui notent un peu toutes les réactions lors des animations, on y reviendra, mais aussi voilà, des registres de visite et des petites anecdotes. Donc, par exemple, sur cet aspect atmosphère chaleureuse, fleurie, des tableaux au mur, une atmosphère très lumineuse aussi parce qu'il y avait des grandes fenêtres. On a une anecdote en 1925 collectée par Mathilde Rich qui raconte qu'un petit garçon rentre, il s'arrête complètement abasourdi, manifestement c'est une des premières fois ou la première fois qu'il vient, et quand il voit cette atmosphère calme, apaisée, où tout le monde est plongé dans sa lecture, avec des fleurs, etc., la première chose qui lui vient, c'est de faire un signe de croix, parce que pour lui, on est dans la même atmosphère un peu cérémonielle et impressionnante qu'à l'église. Donc on voit aussi que tous ces codes cherchent à se trouver. Dans les éléments de modernité aussi apportés par les Américains, on a du mobilier à taille d'enfant, et ça c'est la première fois. Donc on voit dans l'exposition la banque de prêt d'origine qui, elle, pour le coup, est très... permet de se mettre vraiment un petit peu en majesté, mais il y a aussi les chaises et les tables qui sont toujours en fonction à Sagan de ce petit mobilier qui est vraiment inédit. Et on peut peut-être ajouter aussi que c'est vrai que les bibliothécaires américaines ou anglaises avaient un poids extrêmement important, y compris auprès des éditeurs. Enfin, c'est peut-être même quelque chose qui fait rêver les bibliothécaires d'aujourd'hui, c'est-à-dire que vraiment c'était des institutions aussi qui préconisaient un type de lecture. Alors on ne parlait pas encore de lecture loisir, mais enfin, vous le disiez tout à l'heure, Viviane, c'est pas l'école, vraiment, et c'est donc aussi un rapport à la lecture vraiment neuf, finalement. Alors il faut dire que, comment dire, c'est vraiment pour le coup l'apport de ces premières bibliothécaires, dont il faut quand même rappeler leur nom déjà, Claire Huchet, première directrice jusqu'à son départ aux États-Unis en 1929, Marguerite Gruny, qui prendra d'ailleurs sa suite après, et Mathilde Leriche. Et pour elle, on a parlé de l'apport américain, mais il y a aussi un apport français très original, c'est le rapport à l'éducation nouvelle. C'est-à-dire qu'elles sont adeptes, toutes les trois, elles sont adhérentes à un mouvement, l'éducation nouvelle, donc adeptes des méthodes actives. Et pour elles, ce qui est important en fait, c'est l'épanouissement de l'enfant. Et le livre est un moyen. Voilà. Elles vont... on va peut-être revenir sur cette question-là, parce que je pense à ça, c'est-à-dire que le fait de donner envie de lire, il faut trouver, alors nous je vais utiliser un terme qui est absolument pas joli, qui est stratégie, mais c'est en fait ça, on va trouver des stratégies, mais qui passent par, comment dire, c'est l'enfant lui-même qui va être amené à découvrir des livres, les livres qui lui conviennent, pour revenir à cette question. Voilà. Et effectivement, ça c'est vraiment au centre du projet. Voilà. Alors, ces pionnières, Viviane, vous venez de les nommer. Tout à l'heure, Hélène disait aussi qu'elles ont dû inventer en fait ce métier. De fait, une bibliothèque totalement dédiée à la jeunesse ouvre, avec un projet très fort, nourri de toute une expérience. Donc concrètement, qu'est-ce que ça a voulu dire et quelles traces on trouve dans l'exposition de ce nouveau métier en fait qu'elles inventent dans cette période? Donc il y avait deux choses. Ce qui était un peu compliqué, c'est, tu l'as dit, c'est devant,
l'enfant qui est complètement impressionné, etc. Pour d'autres, ils étaient nettement moins impressionnés. En particulier, il y avait des bandes de grands garçons qui attendaient les filles à la sortie, puisqu'on a dit que c'était mixte. Et donc, au départ, c'est pas si évident que ça, quand on a une institution de type nouveau, que les jeunes se l'approprient. Et ça a été leur premier, entre guillemets, travail, en tout cas leur première volonté. Et pour cela, elles ont associé les enfants et les jeunes au fonctionnement de la bibliothèque. Et surtout, comme il y avait un peu des problèmes de discipline au départ, elles ont eu cette intuition géniale. Elles ont réuni une assemblée de lecteurs très rapidement. Et chaque mois était élu un et une chef chargés de la discipline, d'organiser la discipline avec leurs camarades et aussi de proposer des projets. Voilà. Elles ont mis aussi en place une espèce de petit diplôme d'aide bibliothécaire et en fait, c'est les jeunes qui aidaient au prêt, au rangement des livres, etc. etc. Ça, c'est la première chose. Se responsabiliser pour pouvoir après être à même de vraiment profiter des ressources de la bibliothèque et des livres en particulier. Voilà. La deuxième chose, c'est toutes les activités. C'est toutes les activités, mais c'est aussi rappeler que, en fait, elles avaient 19, 20, 24 ans, et donc elles avaient quelques années de plus que leurs plus vieux lecteurs, puisque leur joyeuse accueillait les enfants à partir du moment où ils savaient lire, donc 5-6 ans, 6-7 ans, jusqu'à 16-17 ans. Et après, les bibliothèques municipales ont abaissé un petit peu l'âge à partir duquel elles accueillaient les enfants, donc 16-17 ans, hop, ils étaient poussés vers la sortie. Donc ça aussi, ce modèle, il s'est créé parce que c'était un métier de femme, parce que d'abord, après la Première Guerre mondiale, il y avait moins d'hommes, et puis c'est aussi une place qui s'est ouverte pour que les femmes aient une carrière professionnelle. Et c'était des femmes très jeunes, donc avec tout ce qu'il y a de bouillonnement d'idées qu'une jeune génération peut mettre en œuvre aussi. Et donc, quelle trace vous avez de ces nouvelles pratiques? Moi, j'ai vu avec plaisir les petites notices qui en fait étaient des notices fichiers, puisqu'elles sont perforées. Donc. Mais en même temps, il y avait toujours une attention à la réception de la lecture qui était inscrite finalement sur ces fiches. Alors, on a des rapports annuels extrêmement précis, donc on peut compter combien d'enfants, on a les commentaires, les visiteurs, etc. Elles tiennent des cahiers de bord, donc on a avec des remarques aussi sur les comportements des uns des autres, mais elles sont aussi très critiques sur elles-mêmes. Voilà. Et puis on en parlera peut-être pour l'heure du conte, elles tiennent très précisément, elles font les commentaires de chacune des heures du conte de 24 à 1965 pratiquement. Voilà. Donc, Hélène disait qu'elle documentait en fait ce métier. Elles ont parfaitement conscience que c'est quelque chose de nouveau. Et elles vont favoriser aussi la venue de journalistes. Donc, on a énormément d'articles, d'extraits d'articles. Elles étaient abonnées à l'Argus de la presse. Et on parle beaucoup de leurs joyeuses. Voilà. Et les activités qui sont menées, elles en parlent à l'extérieur aussi. Puisque l'autre idée, c'est, on a parlé des autres heures joyeuses avant, l'idée c'est que le modèle soit dupliqué partout en France. Et donc très rapidement, on l'aperçoit peut-être dans le champ de la caméra, elles font des conférences, elles vont former des collègues, et Marie-Claude Burini, après la Seconde Guerre mondiale, sera recrutée aussi pour animer et diriger le CFB Jeunesse, donc créer vraiment des moyens de transmettre le goût du métier. Elles ont des kilos de stagiaires aussi, et ça aide aussi à faire tenir les murs parce qu'elles sont que 3. La bibliothèque est ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 19h, sans coupure méridienne, puisque les enfants n'allant à l'école que jusqu'à 12 ans ou 24, ils sont déjà apprentis, etc. Donc ils viennent sur leur pause déjeuner, et il faut que la bibliothèque soit ouverte au moment où ils sont disponibles. Donc, et elles ont à cœur de constituer des archives. C'est là-dessus qu'on a travaillé. Moi, j'ai eu la chance de connaître les 3 premières bibliothécaires quand je suis arrivée en poste à l'heure joyeuse. Et du coup, c'était très intéressant parce que j'ai eu des commentaires oraux sur les archives que d'ailleurs Marie-Claude Burini a reclassées, puisqu'entre-temps, elles avaient été dérangées. Voilà. Et dedans, effectivement, il y a des tas de traces aussi des travaux des jeunes. Elle favorise, par exemple, à l'époque, il n'y a pas la photocopie, il n'y a pas... donc, si on veut faire la publicité pour une heure du conte, pour un spectacle, pour ceci, cela, ce sont les jeunes qui vont faire les dessins eux-mêmes. Et dans l'exposition, on voit le talent qu'un certain nombre d'entre eux
a, et en particulier Pierre Belvès, qui est très présent dans cette exposition et qui va être présenté par les bibliothécaires au Père Castor, et ensuite il fera la carrière qu'on connaît, voilà, avec Roule Galette, que tout le monde connaît, mais pas que. Et donc on a ces superbes dessins, on a des traces, et puis on a aussi, elles font, quand on parlait de l'épanouissement de l'enfant, le théâtre est considéré comme une activité extraordinaire pour cela. Il y a une place pour chacun. Même si on n'a pas envie de lire, ben, on peut toujours aider à faire les décors. Et puis c'est très bon de s'exprimer à haute voix devant ses petits camarades. Donc on a des tas de photos où on voit les jeunes en costume en train de jouer des tas de pièces différentes. Hein. Parmi les jeunes acteurs, là on va citer un clin d'œil à l'actualité, il y a Charles Aznavour à l'époque. Voilà. Et Jean Anouilh, qui est lecteur, hein, et qui, quand il n'est plus lecteur mais il n'est pas très âgé, va écrire un mystère de la nativité pour le spectacle de Noël, par exemple. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est une part extrêmement plaisante et presque surprenante finalement de l'exposition. C'est la place de la production des jeunes lecteurs dans toute cette histoire. Alors, c'est dû aussi, on l'a un tout petit peu évoqué, à un contexte français. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un modèle et un projet qui a déjà largement été éprouvé dans le monde anglo-saxon en général. Mais ce projet, il arrive dans un contexte français très fort, qui est celui de l'éducation nouvelle, en tout cas de toutes les pédagogies nouvelles, qui, entre autres, réfléchissent énormément l'implication du lecteur. On a évoqué les albums du Père Castor, Paul Fauché, le fondateur de cette collection chez Flammarion, et lui-même un animateur national de ces mouvements. Donc, on a là un contexte très fort. Qu'est-ce que ça donc a produit de spécifique à ces bibliothèques, à cette bibliothèque, mais peut-être plus généralement ces bibliothèques de cette période. Donc en termes d'implication, on a déjà dit deux, trois petites choses, mais peut-être vraiment insister, parce que c'est vrai que c'est étonnant de voir ces affiches, de voir ces illustrations, toutes ces productions enfantines créées au sein de la bibliothèque par les lecteurs. Et d'ailleurs, ça faisait, enfin, cette autonomie, cette liberté de créer aussi, elle faisait un petit peu peur au premier comité américain après. Ah oui. Enfin, ça, pour le coup, ils trouvaient maîtrisaient ça, ils ne seraient pas allés de ce côté-là. Hein, voilà. Mais sinon, il y a aussi les journaux. Hein. L'idée, c'est aussi qu'ils soient actifs par rapport à la lecture, mais aussi, du coup, l'écriture, puisqu'on a des exemples des journaux rédigés. Alors, pas tout le temps, hein, les activités, elles vont, elles viennent. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, il y en a une, par exemple, Anouilh, qui termine en disant, il fait une espèce de coq à l'âne et il dit là, si les vieilles barbiches lisent mon article, enfin, jamais je ne pourrais devenir célèbre. C'est pas exactement les mots, mais c'est un peu ça. Il a 16 ans quand il écrit ça dans le journal. Hein. Il faut aussi des petits livres. Il y a une conscience quand même que il y a une diffusion aussi. Totalement. S'il dit ça, c'est oui. Il y a des expositions, et d'ailleurs au début c'est des expositions, donc il y a les copains de celui qui a fait l'exposition qui viennent voir, et elles se désolent un peu que ce soit un aussi gros travail, parce qu'évidemment il n'y a pas Wikipédia, il n'y a pas de possibilité d'impression comme tu disais ou quoi, donc il faut aller découper, il faut dessiner, il faut faire des planches, un peu ce que font les exposés à l'école aujourd'hui, mais qui ne se pratiquaient pas à l'école à ce moment-là. Et donc l'idée, c'est que ce travail soit aussi valorisé. Donc pour ça, c'est aller chercher des conférenciers à la Sorbonne, par exemple, toutes proches, pour donner aux enfants de la nourriture pour mettre en place ces expositions, ou alors après pour valider leur travail. Donc un vrai intérêt scientifique aussi pour confirmer leurs intuitions. Et puis elles se désolent un peu que ces expositions n'intéressent pas grand monde, il faut sortir des livres sur les tables, etc. Et la bonne idée, ça va être de mettre en place des quiz. Et là, ça marche du feu de Dieu, parce que comme il y a un jeu à la clé, donc le côté ludique aussi est très très important dans toutes ces méthodes actives qui sont mises en place. Et du coup, pour cette partie-là, on en reparlera, on a souhaité le traduire un petit peu dans la scénographie, mais on a aussi fait appel aux archives du Père Castor à Meuzac pour garder des traces. On a énormément de correspondances de ce que les bibliothécaires ont reçu et continuent à correspondre toute leur vie. Mais on n'a pas forcément leurs envois à elles, donc on a pu aller chercher des lettres du côté des archives, et effectivement aussi
une fois que Pierre Belvès, lecteur de l'Or Joyeuse, devient illustrateur du Père Castor, à aller chercher de très beaux originaux chez les collègues de la maison du Père Castor. Oui, parce que la collection Les albums du Père Castor, écrit en 1931, il se dit que quand on raconte l'histoire de cette collection, il se dit que Paul Fauché est venu vraiment tester, et puis surtout, avant ça, même voir comment ça se passait, puisque les premiers titres du Père Castor, ce sont finalement des livres d'activité. Et pour les plus jeunes, où il n'existait pas grand-chose, qui sont d'ailleurs largement pastichés. On voit dans un exemplaire du Rat Joyeux qu'il y a ces fameux livres à découper, donc il y en a qui sont reproduits avec des patrons, et c'est moins intimidant de découper le journal Le Rat Joyeux que l'album, donc ils sont aussi un peu piratés des fois, je crois. Mais effectivement, elles vont mettre en place ce premier club de lecture à la demande de Paul Fauché en 29, donc 2 ans avant la sortie de son premier album, qui va pas durer. Elles disent que l'expérience aurait dû être plus poussée parce qu'en fait, c'est pas si simple de former les jeunes à la critique littéraire en quelque sorte. Voilà. Mais Marguerite Gruny m'avait dit, nous en revanche, on ne s'est pas mêlé du tout de donner notre avis à Paul Fauché. C'était les enfants et nous, on estimait qu'on était bibliothécaire, on n'était pas éditeur et que voilà, chacun son métier. Voilà. Donc ça n'a pas duré extrêmement longtemps. Voilà. Sur les rapports avec les éditeurs, les auteurs, etc., en fait, c'est un petit milieu, on peut imaginer tous ceux qui ont un peu la même conception de l'enfant et du livre qu'elle. Et en fait, tous ces gens se connaissent, travaillent ensemble, se voient, beaucoup viennent voir sur place un peu les lectures des jeunes. Michel Bourrelier va fonder un prix en 1934 qui devait s'appeler L'Or Joyeuse, mais ils n'ont pas voulu, qui s'appelle le prix jeunesse. L'idée, c'est aussi de stimuler la création littéraire en France, parce que on a parlé de la Première Guerre mondiale, c'est vrai que c'est une période un peu de creux dans la création, de manque de renouvellement, on est encore avec du sous-Ségur, du sous-Jules Verne, etc. Et ce prix, par exemple, sur manuscrit, est créé pour cela. Et donc, des éditeurs comme Thommer, des éditeurs comme Paul Hartmann, enfin, plein d'éditeurs, Rajo après en 1943, enfin, c'est quelque chose qui va continuer. Et puis des auteurs, des illustrateurs qui viendront, voilà. Oui, il y a des témoignages autour de Babar, autour d'André Hélé, qui sont venus à L'Or Joyeuse. Vraiment un lieu, un projet qui est central finalement dans cette période qui va préparer l'âge moderne du livre pour enfants. Alors, autre grand axe structurel de cette activité et de ce lieu, c'est l'heure du conte. On croit parfois que l'heure du conte est une création récente ou moderne, or elle était déjà inscrite vraiment dès les origines. Alors ça, c'est vraiment un héritage américain. C'était une habitude, Story Hour, il y avait dans les bibliothèques pour enfants américaines. Hein. Et les 3 premières bibliothécaires, elles vont vraiment être d'excellentes conteuses. Et cette activité va même être mise en place avant l'ouverture de L'Or Joyeuse, puisque Claire Huchet et Marguerite Gruny vont aller conter dans des parcs, le parc Montsouris, dans des mairies. Et l'idée, c'était en 23, hein, avant l'ouverture, elle devait terminer probablement en disant « Et donc, venez dans quelques semaines dans la nouvelle bibliothèque pour écouter des contes toutes les semaines. » Donc, c'était le jeudi, un jour de congé des enfants. Et il y avait pour les plus jeunes, mais les plus jeunes, c'est à partir de 7-8 ans, hein, et ensuite une autre heure du conte pour les plus âgés. Et là, on est vraiment, parce que dans l'excellent livret qui accompagne l'exposition, il est mentionné parmi les contes ou histoires racontées en épisode, il ne s'agit pas de lecture à voix haute. C'est-à-dire que c'est véritablement, c'est pas simplement on ouvre un livre et on le lit à voix haute, ce qui est fait par ailleurs, mais peut-être plus proche des enfants. Mais il y a vraiment, l'heure du conte, c'est un travail. Elles vont se mettre à lire un peu plus tard, pour notamment lire le premier chapitre d'un roman qui vient d'arriver pour donner envie de lire. Et parce que ça demande un peu moins de préparation, parce que l'heure du conte, c'est aussi un sacré boulot.
Et d'ailleurs, elle faisait répéter les stagiaires et il fallait vraiment que ce soit assez qualitatif pour avoir le droit de raconter. Et on a la chance, justement, dans l'exposition, d'entendre la voix de deux des pionnières, Mathilde Rich et Marguerite Gruny, et notamment Mathilde Rich qui conte, et aussi qui raconte pourquoi l'heure du conte, et qui a un très joli témoignage qui explique qu'en fait, quand le conte jaillit du corps, on a une proximité avec les enfants qu'on n'a pas quand on est en train de lire le livre, même en montrant les images. D'abord, en plus, c'était un répertoire qui était assez peu illustré, et un répertoire à la fois classique, mais en même temps qui commençait seulement à arriver en France. Il faut se mettre dans la tête que les contes d'Andersen, par exemple, n'étaient pas encore beaucoup traduits, et pas beaucoup racontés, pas beaucoup connus. Et elle feuilletonnait aussi beaucoup des gros romans, qui ne sont pas forcément dans le répertoire enfantin encore aujourd'hui, mais elle cherchait exactement les mêmes principes que les séries télévisées aujourd'hui. Donc elle cherchait le cliffhanger pour donner du suspense et pour qu'ils aient envie de revenir la fois d'après. À chaque fois en début de séance, c'est des petits comptes rendus qui nous en parlent. Il y a un enfant qui résume un petit peu les épisodes précédents. Donc, par exemple, Pinocchio était un conte régulièrement, un roman régulièrement raconté. Elle notait aussi de façon très critique, comme tu le disais, Viviane, ce qui n'avait pas marché, des choses qui leur semblaient importantes mais qui en fait ne passionnaient pas les enfants, comment il fallait s'affranchir un petit peu de certains passages trop descriptifs, un peu trop longs. Dans les autres contes très régulièrement racontés, on a des belles affiches faites par les enfants. Il y a Nils Holgersson aussi. Et donc, il y a cette idée de les stimuler aussi. Et en fait, il y a beaucoup d'enfants qui reviennent d'une fois sur l'autre. Et de toute façon, elle demandait aux grands de ne pas raconter la fin aux petits. Et elle cachait les autres exemplaires dans la bibliothèque pour qu'ils ne soient pas tentés d'avoir la suite avant l'heure. Donc c'était quand même tout un cérémonial qui se passait dans la cave. Au début. Après, ça a été interdit pour des raisons de sécurité, mais les enfants regrettaient parce qu'ils sont assez comme ils pouvaient. Voilà. Et avant ça, on a une très jolie photo aussi de Claire Huchet racontant à l'American Library rue de l'Élysée. Voilà, on voit ce public, donc finalement qui n'était pas qu'un public local du tout. L'avantage de leur joyeuse au centre de Paris, c'est qu'elle pouvait permettre aux enfants qui venaient de loin, c'était bien raccordé en transport en commun, d'accéder à cette animation. Alors, l'exposition s'étend. On a une salle dédiée ici au sein de la médiathèque François Sagan, mais l'exposition s'étend aussi dans les lieux et les salles de la bibliothèque jeunesse, du secteur jeunesse de la médiathèque. Il y a une très belle section justement qui retrace à la fois les illustrations d'Andersen et de Poussette et ces petits commentaires des fondatrices, des bibliothécaires de l'époque sur les réactions, la manière dont l'heure du conte se passe. Qu'est-ce que c'est sinon que l'ABC de l'après-conteur ? Alors l'ABC de l'apprenti-conteur, en fait Marguerite Gruny, une fois qu'elle a pris sa retraite en 1968, même un peu plus tardivement, elle a écrit sur cette expérience de l'heure du conte, donc c'est à la fois un document historique et en même temps c'est très intéressant, elle donne quelques exemples de contes tels qu'ils existent au départ, à l'origine, plutôt des contes littéraires, et comment, les coupures qu'elle fait, etc., pour les raconter. Les trois bibliothécaires, en fait, ont écrit soit sur le conte, comme Marguerite Gruny, où Mathilde Leriche a publié des recueils de contes, on raconte encore, aux Enchantés, et Claire Huchet a publié, quand elle est partie aux États-Unis, par exemple les Five Chinese Brothers, les 5 frères chinois, et d'autres contes qu'elle avait elle-même collectés. Donc les ouvrages de Mathilde Leriche et l'ABC d'apprenti-conteur sont d'ailleurs accessibles actuellement numériquement via le catalogue des bibliothèques spécialisées de la ville de Paris. Alors, autre engagement fort de l'heure joyeuse, c'est la notion de livre de qualité. Et aussi, c'est quelque chose dont on retrouve beaucoup la trace dans les écrits, c'est la dimension esthétique ou artistique qui est largement soulignée. À une époque où, et alors peut-être vous allez nous montrer quelques-uns de ces livres, on a des réactions non seulement du public mais aussi de certains spécialistes du livre pour enfants qui commencent déjà à apparaître et qui estiment que ces livres sont trop beaux pour les
proclamer et en tout cas affirmer qu'on va proposer aux enfants des livres de qualité avec une dimension esthétique forte, c'est un geste qui est loin d'être anodin dans la période. Et là, elles sont sans compromission, c'est-à-dire qu'elles estiment qu'une institution nouvelle de ce type doit coïncider avec le meilleur de la qualité. Et qu'est-ce que c'est que ce meilleur de la qualité? Elles vont définir des critères de choix, elles vont lire chacun des livres. Alors c'est sûr que la production n'est pas celle d'aujourd'hui, mais quand même, hein, et être impitoyable pour des livres qu'elles estiment médiocres esthétiquement, littérairement, ou non adaptés à l'âge, ou avec quelques mentions péjoratives à l'égard de quelques peuples que ce soit. Enfin, il y a des critères de fond et de forme. Et là-dessus, bon, on pourrait en discuter pendant des heures, mais ça s'explique vraiment parce que elles pensent qu'il y a une éducation. Enfin, c'est pas si facile de trouver les livres, et donc elles ne veulent présenter que le meilleur du meilleur, y compris effectivement des beaux livres qui en général soit sont pas dans les familles, soit sont sous clé. Voilà. Oui, qui ont un coût aussi, c'est cette idée de proposer des livres qui effectivement étaient quand même extrêmement chers pour un salaire moyen de l'époque, et donc on ne pouvait pas trouver ailleurs. Alors c'est une édition récente, c'est un facsimilé, mais on l'original est en vitrine. Voilà. Et à l'époque, Macao et Cosmage, enfin c'est un livre de bibliophilie, hein, qui pendant des années, on avait l'exemplaire à l'Orgeoise, il n'était même pas encore à la Bibliothèque nationale. Hein, voilà. Alors donc 1919, c'est-à-dire, alors c'est le premier livre pour enfants édité par la NRF, Nouvelle Revue Française Gallimard, seulement 10 ans après la création de la NRF. Et effectivement, quand on est un éditeur littéraire de cette importance, ben finalement, c'est par la dimension artistique qu'on va légitimer d'aller vers le public enfantin. Donc on a alors il est assez connu dans sa réédition, ce livre. Est-ce qu'on a des témoignages, ou comment il a été reçu au sein de leur journée? Alors on sait que, Claire Huchet dit dans un article que pour elle c'est vraiment important que des livres de ce type, de par le message aussi, hein, c'est aussi un livre, l'expérience du bonheur, une utopie, et de par sa qualité bibliophilique, elle pense que c'est très important. Sur ce livre-là, on n'a pas vraiment de témoignage. Édith Legrand était un familier, hein, de la bibliothèque, hein, ça c'est sûr. En revanche, là où on a beaucoup de témoignages, c'est voilà, sur l'île Rose. Jusque dans un petit film qu'on a retrouvé pour l'exposition des archives Pathé, donc les actualités Pathé en 1933, qui tourne un petit sujet à l'heure joyeuse comme élément de modernité, où on entend une petite fille qui conseille à un petit garçon l'île Rose de Charles Wildrac. Wildrac était un familier de l'heure joyeuse aussi, et à qui les enfants, on le raconte dans l'exposition. Visiblement, c'est le best-seller de la bibliothèque. Hein. L'île Rose, on en a plusieurs exemplaires, y compris des éditions. Et qui était déjà paru il y a une dizaine d'années avant. Hein, non, c'est vraiment l'année de la création de la joyeuse, en plus coïncidence. 1924. Donc c'est le livre. Voilà. Et lui-même, adepte ce livre prône aussi les méthodes d'éducation nouvelles. Enfin, il montre un petit garçon des classes populaires, donc loin des princesses, etc. Ça, c'était très nouveau. Quelque chose où les enfants peuvent s'identifier. Aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'utopie pacifiste, voilà, une meilleure compréhension des peuples. Et puis les enfants, comme c'est le best-seller de la bibliothèque, vont réclamer à Charles Wildrac la suite. Donc on a le courrier et la réponse de Charles Wildrac, qui répond à ses chers petits amis de l'heure joyeuse qu'il a dû écrire des choses pour les grands, donc il n'a pas été très disponible, mais que promis il va le faire. Et ce sera la colonie, la suite de l'île Rose, puisque le petit héros Tifernand est laissé en plan à la fin de l'île Rose. Alors il y a aussi un document exposé ici même qui est, je trouve, très emblématique de cet engagement, voire de cette dévotion des premières bibliothécaires, puisque ce sont des petits cartons sur lesquels elles ont traduit les premiers Béatrix Potter qui ne sont pas encore disponibles dans leur traduction française. C'est pas une assez bonne traduction. Ah oui, alors, c'est ça, on va juger donc elles ont elles-mêmes traduit et découpé les illustrations de Béatrix Potter pour reconstituer sur des cartes ces premiers petits albums, voilà, aussi. Avec une écriture écrite plus grosse et aussi en cursif pour les enfants qui apprennent à lire, parce qu'il y a une production qui reste assez faible. Là, on a montré des livres illustrés, mais il y a quand même une majorité, on le voit sur les images, hein, de romans
l'album n'a pas encore la place qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc c'est ça aussi, de mettre en avant le côté illustré. Il faut aussi des jeux de lecture, c'est-à-dire qu'elle trouve que pour les enfants qui apprennent la lecture, enfin, vers 7 ans quand ils sont en CP, il n'y a pas assez de livres et elles font aussi des jeux de lecture un petit peu comme ce que le père Castor après va faire. Alors il nous reste 2 minutes pour présenter vos choix, vos contraintes, les grandes orientations de cette exposition, et puis peut-être aussi les activités qui sont attendues. Donc je rappelle, je ne sais pas si nous l'avons déjà dit, mais que cette exposition sera en place jusqu'au 25 mars 2025. 23 mars, pardon. Oui, alors sur les choix, on en parlait un tout petit peu. Un des principes de l'heure joyeuse, c'était justement ce côté actif et ludique. Et donc pour un anniversaire, à partir de documents d'archives qui peuvent avoir un côté un peu poussiéreux et de travaux d'enfants, qui sont certes très doués, mais ça reste des travaux d'enfants, on s'est dit que ça allait être compliqué d'avoir un effet waouh pour une exposition. Et donc on a mobilisé 2 artistes qui habitent le 10e arrondissement accessoirement, Serge Bloch et Gérard Le Monaco, et on leur a donné un contrat aussi vague qu'imprécis, un peu compliqué à incarner, qui était, voilà, on veut que ce soit ludique, festif et interactif. Et donc ils nous ont proposé ce petit personnage qui s'appelle Mr. Chip, qu'on retrouve aussi un petit peu et qu'on a surtout ici. D'abord qu'ils ont parsemé un petit peu partout dans les espaces de la salle d'exposition, mais aussi au premier étage, parce que à quoi bon lire, l'idée c'est aussi d'aller emprunter et voir des livres dans les espaces de près de la bibliothèque ou les consulter au fonds patrimonial. Et donc Mr. Chip répond de 30 façons à peu près différentes à la question à quoi bon lire. Là vous avez un petit exemple pour se découvrir des amis. Et le côté magique, c'est que quand on passe l'application Mr. Chip dessus, le Mr. Chip s'anime, donc il y a un côté aussi très ludique. Et puis on voit un mobilier aussi qui a été pensé à hauteur d'enfant. À hauteur d'enfant, avec des choses à voir tout en bas, donc ils font parfois râler les vieilles personnes, mais voilà, ça les maintient en bonne forme de s'agenouiller pour trouver la petite photo cachée en bas à droite. Et puis de la couleur, et ça c'est aussi l'apport de Gérard Le Monaco, qui n'a pas pu faire de pop-up pour cette exposition-là, mais qui a vraiment joué le jeu de rajouter sa patte. Ils se sont vraiment très très bien complétés pour cette exposition. Et après, à charge pour nous de faire vivre, là on raconte le début de l'heure joyeuse, et de faire vivre ce qui se passe entre 1974 et aujourd'hui, les gens qui ont porté cette institution après les 3 pionnières. Et donc ça c'est des actions culturelles que vous pourrez retrouver sur l'affiche Que faire à Paris autour de l'exposition, avec notamment quelque chose au moment des nuits de la lecture, avec des visites insolites de l'exposition, on ne vous en dit pas plus pour que vous veniez, et un colloque en mars autour de justement plutôt ces idées un peu utopistes, pacifistes auxquelles contribue l'heure joyeuse et la littérature de jeunesse. Viviane Ezrati et Velto, un grand merci. Merci à vous de votre écoute. Et merci au salon.